rapprochant également de son grade qui pourra vous donner des informations sur la conduite à tenir pour pouvoir avoir accès à l'AMS Santé. Donc là, on est vraiment en exemple pour l'intégration à l'espace de confiance. Donc, c'est vraiment la première partie, comme je vous ai dit, le 1, c'est vraiment pour les grosses structures. Donc, il y a un pack opérateur qui est MS Santé qui est à renseigner. Donc là, il y a tout le détail. Il y a également donc la deuxième étape, c'est d'initier la démarche de contractualisation, et la troisième, si besoin, je commande un lecteur de carte en vue de l'enregistrement des professionnels de ma structure dans le registre RPPS. Donc ça, mes collègues qui viennent d'arriver vous en reparleront après, mais globalement, vous êtes plus concernés par la deuxième partie qui est de faire appel à un opérateur tiers et d'externaliser votre solution MS Santé. Voilà. Donc, qui peut m'accompagner? C'est ce que je vous disais. Vous pouvez contacter votre grade ou un opérateur. Donc là, vous allez avoir les informations que vous allez pouvoir trouver sur le site e-santé-formation.fr, sur lequel vous avez tout un parcours qui vous précise comment avoir ces informations, bien évidemment. Vous avez donc les relais régionaux avec les grades qui sont détaillés ici, et puis après les relais nationaux, bien évidemment, avec l'ANS qui vous accompagne, et puis la CNAM et les fédérations médico-sociales. Vous avez également les CIS et les DNS au niveau régional qui peuvent aussi vous accompagner dans ces démarches-là, en tout cas pour les libéraux. Donc là, on va vous présenter les démarches que l'on a menées jusqu'à maintenant sur la partie déploiement des DAC. Donc, notre objectif, c'était de vous permettre, en tant qu'acteur de la coordination au niveau du territoire, de vous équiper et jouer un rôle dans la diffusion du déploiement MS Santé. Donc, voilà, on a dans un premier temps réalisé un état des lieux du raccordement des DAC avec une prise de contact des 18 grades et ARS afin de connaître l'état d'avancement du raccordement des DAC via un questionnaire. Donc, on a formalisation d'une cartographie au niveau national de l'état des lieux de raccordement a été réalisée. 24 DAC étaient raccordés sur 45 constitués en mai 2022. Et puis aujourd'hui, on est sur la phase 2 qui est toujours en cours avec la conception et l'adaptation des kits d'accompagnement DAC. Donc, ces kits, ils sont construits avec les DAC avec lesquels on travaille et les ARS et les grades, bien évidemment. Donc, 10 entretiens téléphoniques ont été réalisés. 4 ateliers de co-construction avec 12 DAC volontaires ont été réalisés. Et puis, on a fait un atelier de restitution. On va voir ça un peu après. Par rapport à ce qui est ressorti. Et puis donc, on a adapté les supports en fonction de ce que les DAC nous ont remonté, en tout cas par rapport à celles qui participaient à cette deuxième phase. Et enfin, la troisième phase vers laquelle on va avancer, c'est le déploiement généralisé de l'AMS Santé avec la mise à disposition de kits pour l'ensemble des DAC et qui vous seront transmis par les ARS et les grades. Et puis la réalisation également de sessions d'appropriation en fonction de vos demandes et de vos besoins. Donc là, au niveau de la phase de co-construction, on a donc réalisé 4 ateliers de mai à juin. On a fait une restitution générale en juillet avec les DAC volontaires et qui avait pour objectif de construire une boîte à outils pour eux et qui vous servira après également. Donc, il y a un kit de déploiement avec les bonnes pratiques à adapter pour un bon raccordement et un bon usage de l'AMS Santé. Les formations nécessaires à adapter au DAC, bien évidemment, et puis des cas d'usage concrets qui ont été travaillés avec les différents interlocuteurs qu'on a pu avoir. Et puis aussi vous mettre à disposition un kit de communication pour faciliter le rôle de relais que vous pouvez avoir auprès de vos différents partenaires. Ça nous a permis aussi d'identifier ceux qui étaient connectés et ceux qui allaient être connectés pour pouvoir mieux vous répondre.
Donc, avant les ateliers, on a bien sûr envoyé des questionnaires de satisfaction sur les outils MS Santé existants pour pouvoir les faire évoluer. Et puis, pendant les ateliers, on a fait justement ces cartographies des échanges, avec qui vous échangez, comment vous échangez et à quelle fréquence. Et puis, on a défini les modalités de communication et de diffusion les plus appropriées avec des sondages en direct par rapport à ce que ces DAC-là nous ont remonté. Donc, il y a les retours qui nous ont permis de mieux comprendre en fait les besoins. Donc, on a fait en effet ces exercices. Là, on vous précise un peu plus comment on a travaillé sur ces étapes. Et puis, du coup, la majorité des DAC participants se considèrent, elles, comme des relais de diffusion. Hein, c'est-à-dire que voilà, on en a 13 sur 19 qui nous ont répondu comme étant des relais de diffusion. Et puis, des freins ont été identifiés avec un manque de connaissances sur les messageries sécurisées de santé, sur les enjeux liés à la sécurisation des données, un manque de familiarisation des partenaires avec les outils numériques, un manque de temps, et ça, ce sont les éléments principaux qui sont ressortis. Donc, vous pourrez rentrer plus en détail une fois qu'on vous aura transmis ce support. Donc, voilà, les actions de communication globale qui ont déjà été réalisées. Donc, c'est des webinaires, des présentations et communications cibles, des rencontres avec les partenaires, des communications sur les réseaux sociaux. Et la liste est non exhaustive, bien évidemment. Donc, là, c'est une première version des outils qui va être diffusée après cet atelier. Donc, il y a les guides de bonne pratique, l'aide au choix des boîtes aux lettres, la présentation du cadre juridique, les supports permettant de différencier les rôles des différents acteurs, et puis des bandeaux, flyers et affiches MS Santé qui sont imprimables, qui sont aussi utilisables, bien sûr, pour les signatures de mail, pour montrer que vous utilisez de la messagerie sécurisée de santé. Et puis, le kit qui sera prochainement complété par des foires aux questions, par des vidéos de retour d'expérience et une méthodologie pour embarquer ses partenaires. Donc, si vous êtes volontaire, n'hésitez pas à vous manifester. On travaillera en collaboration avec vos grades, bien évidemment, sur ces points-là. Donc maintenant, je vais passer la main à mes collègues qui nous ont rejoints et qui vont vous présenter comment obtenir mon numéro RPPS+, et vous parler des enjeux de l'identification électronique des acteurs. Marc et Julie. Bonjour. Je suis Marc Devos, donc moi je m'occupe d'accompagnement sur les sujets d'identification électronique, donc c'est à la fois les annuaires RPPS et FINES, et puis les moyens d'identification électronique, carte, certificat et ICPS. Bon, il y a un nouveau cadre, enfin nouveau, qui date de l'an dernier, qui est plus structuré concernant tout ce qui est services numériques en santé, hein, donc c'est les articles L1470-1 et suivants du Code de la santé publique, qui était publié, mis en place sous forme d'ordonnance le 12 mai 2021. Donc, qui dit quoi? Qui dit qu'il y a des services numériques en santé, par un certain nombre de définitions qui sont détaillées dans des référentiels. Pour y accéder, une personne physique ou une personne morale doit utiliser un moyen d'identification électronique conforme. Là encore, ça fait référence à des référentiels dont la PGSSI, la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé. Et la délivrance de ces moyens d'identification électronique, donc essentiellement d'authentification, est subordonnée à l'enregistrement dans un des référentiels sectoriels, donc le FINES pour les personnes morales et le RPPS pour les structures. On n'y est pas encore tout à fait, on n'a pas encore toutes les personnes morales du secteur dans le FINES et on n'a pas encore tous les acteurs, personnes physiques, tous les professionnels dans le RPPS, mais c'est bien ça, la cible générale, on peut dire. Voilà, et donc
côté ANS, on se met en situation d'enregistrer, d'étendre en fait le périmètre. Ouais. On peut passer au slide d'après. Hein, ouais, on se met en situation d'étendre le périmètre historique d'enregistrement des professionnels en particulier, puisque on a d'une part des professions à ordre, alors qui sont déjà dans le RPPS, hein, les 7 ordres. On a des professions dont les membres doivent faire vérifier leur diplôme en ARS, qui sont encore dans ADELI, mais qui vont passer progressivement dans RPPS en 2023. Alors, je vois que je ne parle pas assez fort. J'ai l'impression de déranger mes collègues dans le bureau, c'est pas grave. Donc, ça, c'est le projet dont le petit nom, c'est EPARS. Le monde se plaint qu'on entend mal. Je ne peux pas faire beaucoup plus. Donc, ça, c'est le périmètre, on va dire, professionnel soumis à obligation d'enregistrement, soit auprès d'un ordre, soit auprès d'une autorité type ARS. Et ce qui est nouveau, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se donne maintenant la possibilité que les employeurs, les établissements puissent enregistrer d'autres professionnels. Donc, ça vise notamment et en particulier le secteur médico-social, où il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas ni dans RPPS ni dans ADELI jusqu'ici. Ça vise aussi les coordonnateurs de parcours en DAC, sachant que tout ça est à peu près synchrone avec une extension de la matrice du DMP, puisqu'il va y avoir très prochainement de nouvelles colonnes. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est la matrice du DMP. Il y a les documents structurés qui sont en ligne, type lettres de liaison, documents de synthèse, etc. Et en colonne, il y a des typologies d'acteurs, donc médecins, pharmaciens, etc. Et là, on a rajouté des colonnes qui visent, alors notamment il y a une colonne pour les coordonnateurs, et puis quelques colonnes pour les équipes médico-sociales, que ce soit accompagnement à la vie sociale, accompagnement aux soins, etc. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin de pouvoir enregistrer tous ces professionnels, parce qu'ils vont concrètement pouvoir bientôt accéder au DMP. Peut-être on peut revenir au précédent, parce que je n'ai pas tout à fait fini. Ouais, alors le FINES, bon, on ne l'a pas mis sur ce slide, mais de même le FINES, il y aura la possibilité d'en étendre le périmètre. Donc ça veut dire qu'un des établissements qui n'étaient pas jusqu'ici dans le FINES vont pouvoir y être pour bénéficier d'une identité numérique sectorielle. Hein. C'est-à-dire que c'est une personne morale qui est répertoriée comme étant légitime à interagir avec en particulier les services socles, donc l'INS, le DMP, et déployer de la messagerie sécurisée dans des conditions, on va dire, à la fois plus simples, point de vue procédure, et puis avec une meilleure traçabilité aussi de qui fait quoi, puisqu'on se donne la peine d'enregistrer les structures et les professionnels de manière plus précise dans ces répertoires sectoriels. Et donc là, on peut passer au suivant. C'est pour cette raison qu'on a lancé en début d'année, début février-mars 2022, on a organisé que les DAC soient enregistrés dans le FINES. Donc là, je ne sais pas si on est encore à 82, si quelqu'un a peut-être vérifié. Bon. Donc on n'est pas très loin de les avoir tous, hein, la condition étant que le CEPOM soit signé. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, hein, je vais essayer d'y répondre. Julie, peut-être tu peux m'aider en répondant un peu aux questions du chat. Voilà, donc on n'est pas très loin d'avoir tous les DAC, donc c'est l'ARS à chaque fois qui fait le travail pour les DAC de sa région, dans le FINES. Donc, avant de parler du RPPS, déjà, il y a ce sujet important parce que ça permet quoi? Ça permet de déployer de la balle organisationnelle. Ça permet aussi qu'un DAC puisse, en tant que personne morale, interroger le téléservice INS ou bien envoyer des documents
dans le DMP. Ensuite, si on veut faire de la consultation du DMP, si on veut faire de la balle nominative, alors il faut qu'en plus, les professionnels agissant sur la responsabilité du DAC, donc en particulier les coordonnateurs, soient enregistrés dans le RPPS. Donc là, on arrive, beaucoup de questions, hein. On arrive donc au RPPS ou RPPS+, comme on l'a baptisé, c'est-à-dire qu'on a mis en place un portail qui permet, alors moyennant bien sûr l'entité qui enregistre l'établissement, donc en l'occurrence le DAC, doit s'authentifier, hein, dire c'est bien le DAC qui enregistre ses professionnels, c'est sa responsabilité. Voilà, et donc tout ça, tout est en place. Et on a commencé depuis maintenant quelques mois. Alors, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup, mais donc, toute la mécanique, voilà, donc c'est les fameux professionnels qu'on enregistre lorsque c'est utile, en tant que de besoin, et afin qu'ils puissent avoir un numéro RPPS, qu'ils puissent avoir une ICPS, et qu'ils puissent avoir une boîte de messagerie personnelle, nominative. Voilà, bon. C'est le résumé que j'ai, des notions que j'ai déjà citées. Merci Julie, je vois que tu utilises une partie des questions. Voilà, je crois que c'était à peu près tout là-dessus, mais retenez que le portail est prêt. On a aussi une équipe qui est là pour vous accompagner. On a fait des guides pour l'utilisation du portail. C'est pas hyper compliqué, hein, parce qu'il y a quand même pas énormément. C'est un formulaire en ligne, en fait, en quelque sorte. Hein. Pas très compliqué. Allez-y, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Donc, vous pouvez, dès que vous le souhaiterez, dès que ce sera utile, parce que ça permettra peut-être d'accéder à votre solution e-parcours, ou parce que vous voulez vous tenir prêt lorsque le DMP sera ouvert, ce qui normalement est pour janvier, hein, donc c'est très proche, lorsque le DMP sera ouvert aux coordonnateurs. Voilà, donc il n'y a pas de raison d'attendre. Alors ça prend un petit peu de temps, il y a des démarches administratives, notamment il faut que le DAC passe un contrat avec l'ANS. C'est le même contrat qui permet de déployer ensuite des certificats pour identifier le DAC, par exemple pour envoyer des documents au DMP. Et ce même contrat permet aussi de récupérer une carte pour la personne qui, au sein du DAC, fera le travail d'enregistrer ses collègues, en fait. D'enregistrer les coordonnateurs en particulier, ceux qui ont besoin d'accéder à des services numériques. Alors Marc, tu as une main levée, c'est Mathieu. Bonjour Mathieu, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc profites-en là, oralement, en plus des questions dans le chat. Ouais, je me dis que les questions dans le chat, c'est difficile d'y répondre. Donc du coup, et puis j'espère que la question que je vais poser va être utile à d'autres. Merci de me donner la parole. Juste, si j'ai bien compris le processus, c'est quand même le suivant. C'est d'abord l'Agence régionale de santé qui revient vers vous pour faire en sorte que le DAC soit dans le FINES. Et une fois que le DAC est dans le FINES, alors on peut intégrer les coordinateurs dans le RPPS+. C'est bien ça le processus. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il y ait cette démarche ARS vers vos services pour intégration dans le FINES du DAC. Sinon, j'ai raté un truc. Et du coup, de réexpliquer le processus pour faire en sorte que on soit d'une part dans le FINES, d'autre part dans le RPPS+, et que donc, in fine, on puisse utiliser l'ensemble des services évoqués. D'accord. En fait, il n'y a pas de démarche de l'ARS vis-à-vis de l'ANS. Les personnes, donc c'est les gestionnaires FINES en ARS, eux, ils utilisent un système d'information national qui est maintenant opéré chez nous, hein, à l'ANS, donc c'est le FINES Gestion, c'est son petit nom. Et donc, ils enregistrent les DAC, de même qu'ils enregistrent tout type d'établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux. Donc voilà, c'est juste
quelques établissements en plus par rapport à leur travail, j'ai envie de dire, quotidien, normal. Et pour qu'ils puissent le faire, on a publié, on a mis au point un mode d'emploi, en fait, un mode opératoire, ça s'appelle, qui précise comment ils enregistrent, sur quelle base, c'est quoi la pièce justificative dont ils ont besoin pour pouvoir dire voilà, j'enregistre. Et en l'occurrence, et puis on a rangé les DAC dans ce qui s'appelle une catégorie. Les établissements du FINES, ils sont classés par catégorie. Donc il y a, je sais pas quoi, les laboratoires de biologie, les officines, les centres hospitaliers, toutes les structures, les SAD, SPASAD, dans le médico-social. Enfin, il y a pas loin de 200 catégories différentes. On en a rajouté une pour les DAC. Et la condition, c'est que le CEPOM soit signé. Voilà. Dès lors que le CEPOM est signé, les services de l'ARS se discutent ensemble et la personne du FINES est en capacité d'enregistrer et donc d'immatriculer le DAC au FINES. Et donc tout se joue par l'ARS. Le DAC en lui-même n'a pas d'action particulière à conduire. Il faut s'assurer que le CEPOM est signé, quoi. Voilà. Donc c'est à peu près la seule condition. Et après, moi, je ne connais pas en détail l'intensité éventuellement des échanges qu'il peut y avoir entre... Mais du coup, on va veiller au grain pour que les ARS fassent le job. Mais du coup, après, une fois que FINES s'est joué, la RPPS+, ça se joue automatiquement ou parce qu'il faut identifier les coordinateurs nominativement? Et donc, du coup, c'est quoi la procédure suivante? Alors, ça, c'est le petit serpent là que vous voyez. Bon, donc, première étape, le DAC doit être enregistré dans le FINES. Bon, il y a un lien vers le mode opératoire, mais ça ne vous concerne pas, parce que c'est vraiment le mode d'emploi pour les gestionnaires en ARS. Bon. Ensuite, il faut que le DAC, personne morale DAC, passe un contrat d'adhésion avec nous, avec l'ANS. Ça, c'est le contrat donc, qui permet d'obtenir des cartes et certificats. Il faut désigner, ça c'est plus un sujet d'organisation en fin de compte, il faut désigner qui au sein du DAC peut recommander que ce ne soit pas une seule personne, peut-être que ce soit partagé entre plusieurs personnes pour voir si jamais il y en a un qui part ou je ne sais pas quoi, qui vont avoir les droits pour enregistrer leurs collègues dans le RPPS. Ensuite, il faut un lecteur de cartes, il faut quand même avec le mini driver, etc. Un peu d'installation. Tout ça, c'est précisé dans les guides qu'on a rédigés, donc je ne rentre pas dans le détail. Et ensuite, il s'agit d'enregistrer, donc on enregistre quoi? On enregistre l'état civil, qui bien sûr ne sera pas publié, donc l'état civil, on en a besoin parce que le numéro RPPS est rattaché à un état civil, en fait, à une identité, donc c'est neutre, le numéro RPPS ne désigne pas l'appartenance à une profession, contrairement au numéro ADELI. Et donc voilà, on a besoin de l'état civil, on a besoin des données de contact numériques, mail et mobile, parce que c'est ce qui sera utile pour activer la ICPS. Pour l'activer, il faut, on récupère par mail un lien et puis un one-time password par SMS, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on a baptisé ça les gestionnaires RPPS+, je ne sais pas si le vocabulaire aura du succès, mais enfin bon, ce rôle-là, au sein du DAC, c'est ça, c'est récupérer les identités et les données concernant les professionnels qu'il faut enregistrer, et puis ensuite procéder dans le portail à l'enregistrement de ces personnes. Et dès lors, ils auront un numéro RPPS, encore une fois, ils pourront avoir une balle nominative et ils pourront activer la ICPS. Merci beaucoup, c'est très clair. Peut-être en complément de ce que vient de dire, tu viens de dire, Marc, tous ces éléments, on les a bien partagés aussi avec les ARS et les grades. N'hésitez pas à vous tourner vers eux
Parce que c'est vrai que là, le processus, il va falloir le mettre en œuvre. Il y a pas mal d'étapes. Donc, c'est aussi vraiment des acteurs qui peuvent vous accompagner, côté grade notamment, sur la partie contractualisation, l'organisation de la partie identification des professionnels qui peuvent enregistrer, les commandes de cartes, des choses comme ça. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux seront vraiment en appui sur ce sujet. Y compris, je répète, hein, là, on a l'ambition sur 2023-2024 que des milliers d'établissements médico-sociaux enregistrent une partie de leurs équipes dans le RPPS. C'est ça qu'on a commencé à lancer. On est au tout début. Hein, là, on a quelques établissements qui ont enregistré quelques dizaines de professionnels, mais ça, en gros, ça fait 1 ou 2 mois que ça a commencé. Et bon, on a justement publié une news sur notre site aujourd'hui pour annoncer que c'est ouvert, quoi, que maintenant les établissements médico-sociaux peuvent se mettre là-dedans. Alors, les DAC, ce n'est pas médico-social, mais enfin, j'ai envie de dire, vous pouvez prendre la même vague. Et il y a des gens, des grades qui nous aident pour ce déploiement, qui diffusent le discours, qui diffusent les guides qu'on a réalisés, voilà, puis qui font un premier niveau d'accompagnement des structures. Donc, je rejoins Marie-Gabrielle. Normalement, il y a dans chaque grade des gens qui sont au courant de ce dossier et qui peuvent aider. Voilà, oui. Là, c'était juste pour illustrer. Hein, quand même, il y a un point important, c'est que dans la fameuse matrice du DMP, là, vous voyez, on a reproduit le coordonnateur, et il a des droits très étendus sur le DMP. Tout ça, c'est des documents dits structurés, qui sont normés, quoi, du DMP. Et ouais, le profil coordonnateur, il est vraiment très... il voit presque tout, en fait, dans le DMP. Ouais, pour redire, hein, c'est un document, notamment ces accès-là, on les a notamment travaillés avec différents référents des DAC, je pense que c'était l'été dernier, donc merci encore à tous ceux qui sont mobilisés sur ce sujet. Et effectivement, il est très très large, notamment parce que il s'agit que vous puissiez vraiment traiter tous les sujets de façon hyper polyvalente, hein, c'est ce qu'on avait dit, et que vous avez besoin d'une visibilité sur un grand nombre de situations et de documents. Donc c'est vrai que là-dessus, on a, enfin voilà, c'est vraiment le profil qui est le plus large et qui permet du coup une visibilité la plus complète, je pense, sur l'ensemble de la situation des personnes. Alors, j'en profite, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pour préciser quand même aussi par rapport à ça, c'est que le DAC a la responsabilité d'enregistrer, donc l'entité DAC a la responsabilité d'enregistrer les coordonnateurs. Il leur donne ce profil, donc avec des droits assez larges. Bien sûr, le DAC a aussi la responsabilité de dire il y a une date de fin lorsque quelqu'un a quitté son poste de coordonnateur. Faute de quoi, il continuera à avoir les mêmes droits, hein, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Donc, soyez attentifs à ça. Hein, c'est toujours plus facile d'ouvrir un compte utilisateur que de le fermer, pour prendre une analogie. Et la responsabilité d'enregistrement, c'est vraiment sur tout on peut dire, la durée du contrat de travail, si on peut simplifier le discours, y compris signaler les départs. C'est très important. Je pense que l'autre point, que sur lequel je pourrais rebondir, c'est que là, du coup, on liste ces documents qui sont aujourd'hui dans le DMP et on réfléchit encore. On est en train de vous parler des outils de coordination, des outils du DMP, etc. Là, l'objectif de l'année prochaine sur lequel on va travailler avec la DNS et l'ANS, c'est le référentiel. C'est un référentiel qui servira notamment pour les éditeurs pour dire comment est-ce qu'on doit rapatrier ces documents sur les outils de coordination et vous les restituer dans votre outil métier. L'objectif n'est pas de vous demander de décrocher sur le DMP à chaque fois, d'aller chercher des documents, de regarder ce qui se passe, mais de vous amener de façon beaucoup plus intégrée les documents pertinents et de travailler du coup aussi sur l'automatisation des données qui vont pouvoir être poussées de votre côté au DMP. Donc ça, c'est vraiment un sujet aussi sur lequel on va pouvoir progresser. Et donc on fera le référentiel l'année prochaine, ça c'est l'enjeu du premier trimestre. Et derrière, après, il y aura bien sûr l'implémentation qui prendra clairement le temps nécessaire aux éditeurs. Donc, on va essayer, on verra tous ces sujets-là sur 2023. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est pas de vous demander de décrocher sur le DMP de façon systématique, d'aller chercher les documents et qu'on soit encore à naviguer d'un outil à l'autre. Hein. Donc, quelque chose d'être beaucoup plus fluide.
Est-ce que vous avez d'autres questions? On a répondu au fur et à mesure, mes collègues ont tous répondu au fur et à mesure à vos questions dans le chat. N'hésitez pas si vous voulez lever la main. Là, on a encore un peu de temps, on a 2 minutes. Marlène Ruffin, tout à fait. Allez-y, je vous en prie. Oui, c'est Morgane Rio, je suis la collègue de Marlène. En fait, je voulais savoir, dans les professionnels qu'on va pouvoir enregistrer, est-ce qu'on peut vraiment enregistrer, parce qu'il y a une diapo que je n'ai pas bien vue, les assistantes administratives également, enfin, finalement, tous les professionnels qui vont intervenir dans la prise en charge du patient et... Alors, l'idée, c'est d'enregistrer, c'est légitime d'enregistrer des professionnels dès lors qu'ils doivent accéder à des services numériques en santé. Ça, services numériques en santé, ça a un sens précis, hein, c'est en gros des services avec des données patients, des données de santé. Bon, après, il y a, comment dire, à se poser la question de est-ce que ces acteurs rentre dans une des cases de la matrice DMP, on va dire, peut-être une façon de raisonner. Ouais. C'est quand même le père de tous les services numériques, si on peut dire, en tout cas le modèle. Et puis ensuite, c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, y compris dans cette matrice, mais je pense aussi au R1110-2, là, qui est l'article du Code de la santé qui détaille qui sont les acteurs habilités à échanger ou partager des données de santé. Par exemple, on voit qu'une secrétaire d'un établissement social est légitime à échanger de la donnée, est légitime à être enregistrée à accéder au DMP en tant que membre de l'équipe administrative. Hein, il y a un profil qui correspond à ça. Par contre, une secrétaire hospitalière, j'ai l'impression qu'il y a une case qui permette de quoi. Alors après, dans le cas particulier du DAC, j'aurais du mal à dire de quel côté ça tombe. Mais voilà, je pense que c'est ces éléments-là qu'il faut regarder. Et en principe, il n'y a pas de restriction à enregistrer vos professionnels dès lors qu'ils auront besoin d'accéder à des services numériques. C'est la condition. Bien voir aussi que tout ce qui est droit d'accès, etc., c'est une chose. C'est le contrôle a priori. C'est un peu la logique du DMP. Mais il y a aussi, bien sûr, avec ce schéma RPPS, ICPS, etc., il y a aussi une traçabilité qui est garantie. Si quelqu'un donc est muni d'un numéro RPPS, du ICPS, et puis accède à des données et qu'on s'aperçoit après coup que ce n'était pas légitime, on a quand même toutes les traces permettant de voir ce qui s'est passé. D'accord, ok. Merci. J'ai une deuxième question et puis je laisse la parole. Quelle est la catégorie qui, du coup, correspond au DAC au niveau finesse? Vous avez dit qu'il y avait une catégorie spécifique. C'est la catégorie 605, je crois. Je ne connais pas encore tout par cœur, excusez-moi. Et je crois que c'est bien ça. Oui, c'est 605 ou 606, en tout cas, c'est pas très loin. Le temps de retrouver. Ouais. Voilà, on a d'autres questions, donc 605 ou 606, on vous peut-être précisera dans le chat rapidement. Et puis c'est dans les mode-up qui a déjà été diffusé. Hein. Ouais, okay. Monsieur Roch, vous avez levé la main. Oui, merci d'abord pour la qualité de votre exposé. Et puis, côté Franche-Comté, puisque je parle pour le DAC de Franche-Comté, coucou Mathieu Birban. Voilà. Oui, on a déjà fait des démarches proactives auprès du GRAD parce qu'on avait déjà des usages MSS depuis PAERPA. Ouais. Et là, du coup, on est en train de se mettre un petit peu à jour de tout ça pour faire intégrer nos 65 coordinatrices de parcours. Est-ce qu'il faut de concert faire une démarche vers l'ANS ou c'est le GRAD et l'ARS qui vont nous accompagner là-dessus? Ou est-ce qu'on peut faire de l'avance de phase? Et puis, deux questions que j'ai posées dans le chat qui sont peut-être à peine décalées du sujet, quoique.
Moi, j'ai des vrais soucis avec la ICPS et j'avais cru comprendre que vous étiez en train de faire des réglages particuliers sur ProSanté Connect. Vous pouvez me le confirmer? Juste réponse oui, non. Parce que le grade essaie de me déboguer tout ça et alors que j'en faisais un usage depuis 2 ans complètement pluriquotidien sur la ICPS. Et voilà pour les questions. Ouais. Alors pour la première question, vous pouvez vous rapprocher du grade, mais il n'y a pas forcément besoin, parce que, encore une fois, toutes les pièces techniques et organisationnelles du puzzle, si je puis dire, sont maintenant en place. Donc, vous avez un numéro FINES, vous pouvez ouvrir un contrat avec l'ANS, si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, vous pouvez accéder au portail et enregistrer vos professionnels. Et on est là pour vous accompagner, les gens du grade sont là aussi. Mais là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des établissements qui se sont débrouillés tout seuls. Ils n'ont même pas sollicité. Peut-être qu'ils ont eu des contacts avec le grade, ça, on n'a pas eu l'info. Voilà, donc il n'y a pas de raison en fait d'attendre spécialement. Et après, sur ProSanté Connect, je ne suis pas au courant. En fait. Je vois passer, nous, on reçoit des mails quand il y a des indisponibilités. J'en ai peut-être vu un peu plus que d'habitude ces 2-3 derniers mois, mais ça ne m'a pas semblé être généralement en panne. Hein. C'est plutôt généralement en état de marche. Mais j'avoue que je ne saurais pas vous dire. Okay. Merci. Alors, je vais faire des recherches sur mon compte perso. C'est peut-être mon compte perso qui est en rade, mais... Okay. Là, ça ne marche plus du tout, en fait. Eh ben, ça ne marche plus ni sur Méglise, ni sur rien du tout. Tout ce sur quoi je me connectais, c'est l'ensemble des services numériques. Sont en rideau, simplement il me marque authentification échouée sur tous les outils numériques régionaux et nationaux, alors que ça marchait parfaitement depuis des lustres, depuis que ICPS fonctionne. Mais bon, ok, j'ai ma réponse. On va essayer de vous trouver il y a un support pour la ICPS. Je veux bien alors. Merci. Essayez de vous trouver l'adresse mail à laquelle il faut écrire pour avoir de l'aide. C'est sympa, merci. Mathieu, tu avais relevé la main. Merci Anne. Juste une question. Un coordinateur ne sera peut-être pas coordinateur toute sa vie. Vous l'avez dit, il faudra que notre gestionnaire RPPS+ vous informe informe le système du fait de la fin de son action en tant que coordinateur de parcours complexe au sein du DAC. Pour autant, il pourrait avoir une action qui se continue en tant que professionnel intervenant dans le champ de la santé, en fonction qu'il est infirmier ou autre professionnel, peu importe. Dès lors, son numéro RPPS, est-ce qu'il le conserve individuellement ou est-ce que c'est quelque chose qui s'arrête à son action dans le DAC? Non. Le numéro RPPS, comme j'ai dit tout à l'heure, il est neutre. Il n'indique pas un droit d'exercice ou l'appartenance à telle ou telle profession. Donc, il est pérenne. Il est vraiment rattaché il est personnel, il est rattaché à l'état civil d'un individu. Et on a déjà des cas comme ça de professionnels qui changent de profession, par exemple. Il y a une sage-femme qui est devenue dentiste il y a quelques années. C'est un peu curieux, mais ça existe. Et donc, elle a conservé son numéro RPPS et l'ordre des sages-femmes a fermé son dossier de sage-femme et l'ordre des dentistes lui a ouvert un dossier de dentiste, pour dire les choses comme ça. Donc, dans le cadre de ce qu'on a baptisé professionnel à rôle, donc c'est le plus du RPPS+, il peut y avoir en même temps ou en succession des périodes d'activité, on peut dire, avec des rôles qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, et du coup, avec des profils éventuellement à géométrie variable, si on revient sur le DMP. Mais le RPPS, il reste. Merci beaucoup. Marielle. Merci. Donc, je vous ai vu après. Oui, directrice du DAC de Haute-Alpes. Voilà, je me questionnais juste, à la fin, vous avez parlé du DMP et des documents que potentiellement DAC pouvait mettre à l'intérieur. Moi, ça me questionne, c'est-à-dire que là, actuellement, on travaille sur les e-parcours, vous l'avez présenté au début.
on travaille beaucoup sur le fait d'inciter les partenaires à rentrer dans notre outil pour le consulter. Donc, ça me questionne un peu. Il y a un vrai travail, je pense, à faire sur quel outil, enfin, quel document mettre dans le DMP, lesquels laisser dans l'outil e-parcours pour inciter les pros à y participer. Enfin, ça me questionne un peu, parce que c'est vrai que quand j'ai vu la liste de tous les documents du DMP, je me suis dit, bon, par exemple, le PPCS qui a un outil central sur les DAC, est-ce qu'on le met dans le DMP ? Est-ce qu'on le laisse dans le e-parcours pour inciter les pros à y aller ? Enfin, il y a un peu doublant, je trouve. Donc, je pense qu'il y a un vrai groupe de travail à monter là-dessus pour réfléchir à qu'est-ce qui doit être dans le DMP et qu'est-ce qui doit rester dans l'outil e-parcours, quoi. Si je peux me permettre de réagir pour la DGOS, c'est un sujet sur lequel on a quand même pas mal échangé là, ces derniers temps. Pour être extrêmement clair, le DMP stocke tous les documents qui sont issus d'une situation médicale de la personne. Donc, il y a une obligation réglementaire pour un certain nombre d'acteurs. Par exemple, lorsqu'un médecin reçoit un patient, il doit alimenter le DMP avec le compte-rendu de la consultation. Typiquement, une obligation qui est faite au médecin. Après, une fois qu'on a dit ça, donc le DMP dispose de ces documents, néanmoins, il les stocke, ce qui signifie que derrière, l'ensemble des professionnels qui sont susceptibles de recevoir le patient doivent pouvoir y accéder. Donc, par exemple, vous, côté DAC, vous avez la possibilité d'accéder à ces informations pour savoir peut-être si cette consultation est en rapport avec telle situation que vous suivez, s'il y a besoin de partager de l'information. L'idée n'est pas de doublonner le DMP dans vos outils ou d'inciter à aller dans l'un ou dans l'autre en concurrence de l'un ou de l'autre. Le DMP est accessible, va devenir accessible à l'ensemble des acteurs pour les documents qui y sont stockés. Après, si je prends, et donc aussi au DAC et à l'ensemble des personnes qui ont vocation à contribuer à un parcours de santé. Donc, l'idée, c'est que chacun peut y accéder depuis son outil. Vous depuis le vôtre, le médecin depuis le sien, en alimentation, en consultation. Le point clé, par exemple, par rapport à votre outil de coordination, c'est pas juste de consulter des documents, parce que je pense que sinon on est sur une vision assez restrictive de la coordination, c'est de partager une coordination active et sur laquelle vous mettez en place un processus métier. Et je pense notamment au PPCS. L'enjeu, c'est pas juste de publier un PPCS dans le DMP, parce que sinon on a loupé le coche. C'est de réagir collectivement sur le PPCS, et ça, c'est dans vos outils. C'est-à-dire que le DAC, une fois que le PPCS il a été figé, que vous l'avez défini collectivement, vous allez l'exporter vers le DMP de façon automatique. En tout cas, ça, c'est vraiment ce sur quoi on doit tendre. C'est-à-dire que vous validez le document dans l'outil de coordination. Nous, on l'enverra automatiquement dans le DMP. Du coup, si jamais votre patient part, je sais pas moi, en vacances ou qu'il a un accident ailleurs, et tout le monde sait qu'il y a un PPCS, ça peut permettre de reprendre une coordination plus tard, etc. En revanche, au moment où vous suivez la mise en œuvre du PPCS, vous n'êtes pas dans le DMP, vous êtes bien dans votre outil de coordination, et c'est là que vous allez interagir avec vos professionnels, travailler éventuellement par messagerie instantanée, réagir sur des actions, commenter ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, réajuster le PPCS, etc. Donc, on n'est pas du tout sur un doublon, on est bien sur des complémentarités. Et du coup, sur ce sujet-là, il n'y a pas de doublonnage. Après, il y a un point sur lequel il faut qu'on soit tous très vigilants, c'est que le DMP stocke les documents à vie. Oui. C'est le principe. Nous, on a des documents sur la coordination et je pense que c'est un sujet qui est assez sensible pour nous tous, notamment des évaluations, par exemple, qui sont des évaluations ponctuelles que vous allez refaire. Donc, tout n'a pas vocation à aller dans le DMP. Donc, on a bien clarifié avec le cadre national d'orientation et sur les dernières mises à jour, je les avais repartagées l'autre jour, que c'est la synthèse du PPCS dans le travail des DAC qui ira au DMP. Les évaluations, on n'a pas forcément vocation à les envoyer au DMP. Donc, on considère que c'est pas forcément des documents qui ont une durée de vie de temps long et qui justifient d'être mis au DMP. Le risque étant clairement de poser, la temporalité, à notre sens, c'est pas forcément pertinente. C'est des données aussi qui sont sensibles, qui peuvent être préjudiciables dans le temps à la personne. Donc, il faut quand même qu'on ait quand même une réflexion un peu éthique sur ce sujet. Donc, nous, on se positionne plutôt en disant c'est le PPCS qui fait foi. Chaque mise à jour du PPCS, bien sûr, va alimenter le DMP. Mais du coup, par exemple, et là, je refais le point avec la MSS, si votre partenaire ou vous-même réalisez des évaluations ou avez réalisé des évaluations, bien évidemment, typiquement, vous pouvez les collecter, les garder dans votre outil, parce que ça permet de voir bien la dimension que vous avez évaluée et de partager ces informations. Et donc là, vous pouvez typiquement être amené à partager une évaluation avec un pair, pouvoir en refaire d'autres, en demander sur des données spécifiques. Et là, vous êtes vraiment dans quelque chose qui relève de la coordination. Et donc, on fait bien la distinguo entre les deux.
Donc, je pense qu'il y a vraiment ce point-là qu'il faut qu'on creuse ensemble et qu'on garde bien en vision. C'est aussi pour ça qu'il s'agit bien qu'on vous restitue les bonnes informations et pas qu'on vous envoie sur le DMP à la recherche de toutes les informations imaginables dans le temps. C'est qu'on vous les amène de façon fluide dans votre outil et que quand vous faites une analyse de situation, vous avez bien toutes ces visions, tous ces éléments qui sont partagés en fait. Donc ça, c'est un peu les éléments que je peux mettre en vision sur ce sujet. Après, et on est très clair, l'enjeu sur la coordination, c'est que les professionnels se coordonnent. C'est pas juste qu'ils s'envoient des documents, parce que si ça suffisait, je le redis à chaque fois, mais on aurait résolu le problème de la complexité et des parcours complexes depuis longtemps. Si s'envoyer des documents, des mails ou simplement s'envoyer des comptes rendus permettait de coordonner des parcours, je pense que vous le savez, on aurait terminé depuis un certain temps tous les sujets de prise en charge coordonnée. Donc l'idée, c'est bien que votre outil aujourd'hui et l'outil de coordination régionale, il permet ce partage d'informations, il permet cette coordination entre les professionnels et notamment il permet d'accompagner cette coordination et que donc ça vient en complément des envois que vous pouvez faire à côté de l'usage des messageries instantanées, etc. On est bien sur deux champs qui se complémentent, pas qui s'opposent, mais qui se complémentent et sur lesquels c'est important qu'on garde bien les uns et les autres ces trucs en visibilité et c'est surtout qu'il faut qu'on vous présente ces choses-là de façon très fluide et pas de façon fragmentée en fait. Non mais c'est parfait, c'est très clair votre explication. En tout cas, sur ces sujets-là, pour le redire, en tout cas, on remettra pas mal de précisions sur le cadre national d'orientation et on sera à disposition s'il y a besoin de reclarifier. En tout cas, c'est un travail de fond qu'on mène avec la CNAM pour bien positionner chacun des outils dans le paysage, comment on vous l'apporte et comment on alimente de façon automatique. Alors, ça pose des tas de questions un peu techniques sur lesquelles on est très accompagné par les grades qui ont cette vision très fine sur le sujet. On va les résoudre, donc c'est pas immédiat, mais ça va progresser bientôt. Très bien, merci. Je vous en prie. Merci. Lise, si vous voulez poser votre question. Oui, c'est un petit peu à côté du sujet, mais j'en profite qu'on parle de finesse, parce qu'on était très désireux, nous, d'obtenir un finesse, notamment pour pouvoir consulter le CDR, donc la consultation des droits de la couverture maladie. Et en fait, la catégorie de finesse qui nous a été attribuée ne permet pas de demander cet accès auprès de l'assurance maladie. Voilà. Oui. Donc, j'en profite de vous avoir sous la main pour vous dire que nous, ça nous rendrait bien service de pouvoir consulter les droits des patients à l'assurance maladie, parce que là, du coup, on appelle les assistantes sociales hospitalières pour qu'elles le fassent pour nous. Alors peut-être Lise, pour vous répondre tout de suite sur ça, la CNAM nous a expliqué que seules les organisations facturantes accédaient à CDRI. Donc là, c'est pas le cas des DAC, ça sera a priori pas le cas, sauf à ce qu'on change vraiment de modèle économique, je crois. En revanche, ce qu'on a poussé du coup dans le cadre du DMP, des documents du DMP, c'est que le DAC aura accès à toutes les attestations AMO, AMC, ce qui vous donnera une idée de l'état de droit de la personne. Donc on l'a contourné par un autre canal, ce qui va quand même vous permettre d'avoir l'information, mais clairement on n'arrivera pas à l'ouverture d'un accès à CDRI à ce stade. Ça pourra peut-être évoluer dans le temps, mais à ce stade c'est pas l'objectif. Par contre, on vous l'a contourné autrement. Alors, ça apparaît peut-être pas là directement dans les documents. Je me suis posé la même question. Je crois qu'il y a une rectification réglementaire à faire sur ce sujet qui est en cours au niveau de la CNIL. D'accord, merci. Mais par contre, c'est bien dans la perspective parce qu'on a bien en tête que c'est un gros sujet. Vous êtes nombreux dans les territoires à nous le remonter. Et on fera peut-être un point sur le CNO aussi sur ce sujet-là pour donner cette vision un peu plus large. Super, en tout cas. Merci. On est content que ça évolue. Marlène. Oui, merci. Alors, deux questions de notre part. La première, nous, on a un médecin coordonnateur qui est également médecin généraliste. Comment ça se passe par rapport à son inscription? Est-ce qu'elle aura un numéro, deux numéros? Est-ce que c'est le DAC qui prend le dessus? Enfin, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'espace de confiance. Qu'est-ce qu'on entend par espace de confiance? Alors, sur la partie espace de confiance, je vais répondre et je laisserai Marc pour la suite. L'espace de confiance, c'est un espace clos, c'est-à-dire que c'est un environnement, un lieu qui est fermé dans lequel vous allez pouvoir échanger avec les interlocuteurs qui sont enregistrés dans cet espace. Est-ce que c'est plus clair ou pas?
C'est ça l'espace de confiance en fait. C'est-à-dire qu'en temps normal, vous pouvez échanger avec vos messageries, avec tout un chacun dans un espace non sécurisé. Et en fait, l'espace de confiance va vous sécuriser parce qu'il est clos. Je crois qu'il y a Mike qui est présent, mon collègue sur la partie MS Santé également, si vous voulez plus de précision. Sinon, Marc. Okay. Ouais, alors, en principe, en règle générale, c'est plutôt à l'ordre des médecins de gérer le dossier du médecin. Donc, s'il a à la fois une activité de généraliste et des vacations dans le DAC, ça doit se traduire au niveau de l'ordre par la déclaration de 2 activités, 2 situations d'exercice différentes. Voilà. Donc, ce n'est pas le rôle, en principe, du DAC d'enregistrer son rôle de médecin coordonnateur. Il y a même de mémoire un code dans les données qu'envoie l'ordre qui correspond à ce rôle particulier médecin coordonnateur. Je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose derrière, sachant que vis-à-vis du DMP, ça donne au médecin, le médecin, quelle que soit sa situation d'exercice, il a des droits d'accès au DMP qui, de toute façon, sont très larges. Peut-être qu'il lui manque, je suis en train de regarder là, peut-être qu'il lui manque 1 ou 2 documents à caractère social, mais je ne suis même pas sûr. Il ne peut pas avoir l'attestation de sortie, je ne sais pas si ça vous concerne. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de croix dans cette case-là, mais bon. Retenez qu'il a lui aussi des droits, bien sûr, très, très étendus au niveau du DMP, donc on ne devrait pas avoir de difficultés particulières. Alors, par ailleurs, on a imaginé, et je pense que le cas, on va plus l'avoir pour les infirmiers, parce qu'on a imaginé que si un infirmier ou une infirmière, peut-être un cabinet, et par ailleurs travaille au niveau du DAC, le problème qu'on a, c'est que dans les droits de la profession infirmier, c'est plus petit que les droits de coordonnateur. Donc, c'est un peu embêtant. Alors, excusez-moi, je n'ai pas répondu dans le bon ordre. On parle toujours d'un professionnel qui a un et un seul numéro RPPS. Hein. Donc, il n'y a pas plusieurs numéros RPPS. Et donc, ce qu'on a prévu, mais qui malheureusement n'est pas encore possible pour des raisons techniques, ça devrait arriver dans quelques mois, c'est que si j'ai un infirmier qui est inscrit à l'ordre, avec peut-être un exercice à un cabinet, et que par ailleurs il intervient en tant que coordonnateur de parcours, alors le DAC peut, à côté de son dossier géré par l'ONI, créer un dossier DAC avec le rôle coordonnateur de parcours et le profil idoine au niveau du DMP. Donc ça, c'est ce qu'on a en cible, ce qu'on prévoit, mais qui aujourd'hui n'est pas possible. Donc c'est un peu une limitation qu'on a aujourd'hui, hein, désolé. Mais donc, à la limite, une infirmière qui ne serait pas inscrite à l'ordre aujourd'hui, elle n'a pas de numéro RPPS, donc vous pouvez l'enregistrer comme coordonnateur, il n'y a pas de difficulté. Par contre, si par malheur, elle est inscrite à l'ordre, eh ben, on n'arrive pas à lui créer le rôle coordonnateur dans le portail. C'est quand même pas très malin, mais voilà, on en est là aujourd'hui. Donc, incitez vos infirmières à ne plus s'inscrire au tableau de l'ordre, s'il vous plaît. C'est bizarre comme demande, ça, Marc. Non, mais sachant que si tu veux le numéro, tu dois t'inscrire. Si... on marche un peu sur la tête, mais bon, donc toutes mes excuses, hein, c'est vraiment, on va dire, une petite erreur qui a été commise et qu'on n'a pas encore réussi à corriger. Voilà. C'est ça. C'est bien obligatoire, mais donc c'est l'exception. Ok. Ouais. Ça, c'est fait. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Si vous en avez d'autres, profitez-en. Il nous reste 5 minutes. Si plus de questions, c'est qu'on était absolument parfait, ce qui n'a rien d'étonnant. On doit vous l'avouer. C'était parfait. Voilà. Merci. C'est très clair. Merci beaucoup. Voilà. Ah, Bruno. Bruno avait une question, il a levé la main. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. C'est une question qui est relative à l'annuaire MS Santé.
Il y a pas mal d'établissements ou d'acteurs de terrain qui remontent des difficultés dans l'annuaire, dont une partie évidemment relève de la bonne déclaration des professionnels auprès de leurs ordres, hein, c'est-à-dire qu'ils oublient de signaler qu'ils ont changé d'établissement, etc. Ou quand ils exercent en plusieurs lieux, en EHPAD, à l'hôpital, en ville. Il reste assez difficile de trouver l'adresse sur laquelle écrire. Et alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire, sauf peut-être à rappeler aux uns et aux autres que quand il faut toujours bien mettre à jour là où on exerce, parce qu'évidemment, ça peut être... à un moment donné, on écrit une personne, hein, donc on ne se trompe pas de personne, mais ça peut être une difficulté, parce que celui qui envoie le message pense avoir fait son travail. Or, si le professionnel a changé d'établissement, de rattachement, etc., en fait, on n'a pas la garantie que le message soit utilement passé. Alors, ces difficultés-là, évidemment, c'est très opérationnel, hein, c'est pas facile à régler comme ça en un claquement de doigts, mais je voulais savoir si vous avez cette question en perspective. Alors, c'est un problème dont on est bien au courant et qui, j'ai envie de dire, s'arrange pas avec le temps, parce que on voit que les professionnels sont équipés de 1, 2, 3, 4, 5 et parfois plus d'adresses de messagerie. Et là encore, c'est plus facile d'ouvrir une boîte aux lettres que de la fermer. Alors, je voulais préciser une chose, c'est que ça ne tient pas forcément à la non-déclaration à l'ordre de « j'ai changé d'hôpital ». Hein. Il faut bien voir qu'il y a deux démarches différentes. Il y a l'hôpital, s'il est opérateur, a la responsabilité de fermer la boîte aux lettres si le médecin est parti et ne s'en sert plus. Et parfois, ils ne le font pas. Ça vaut aussi pour les opérateurs régionaux ou autres. Et ça peut être à la demande du professionnel lui-même aussi. Hein. Il peut demander à ce qu'on ferme telle ou telle adresse s'il n'en a plus l'usage. Pour ça, c'est un message aussi qu'il ne faut pas hésiter à faire passer. Mais par ailleurs, ce n'est pas en lien direct avec le fait qu'il est effectivement déclaré à l'ordre. J'ai quitté l'hôpital A pour prendre un poste dans l'hôpital B. C'est les deux processus entre adresses de messagerie, même quand elles sont rattachées à des hôpitaux, hein, et adresses professionnelles telles qu'apparaissant dans l'annuaire. C'est deux processus qui sont disjoints. Ça ne relève pas de la même logique. Enfin, ça pose peut-être aussi une réflexion, c'est pour attirer l'attention aussi, c'est que les balles organisationnelles sont des choses très utiles, c'est-à-dire que il faut les mettre en œuvre à chaque fois que c'est bien l'organisation qui est adressée, en fait. Comme les badges applicatives, hein, on écrit, on échange vers des systèmes qui vont traiter l'information de façon automatique, et puis on a effectivement les balles individuelles qui vont plutôt s'inscrire dans un dialogue, une discussion avec un professionnel, et c'est vrai que tant qu'on s'inscrit dans les balles organisationnelles ou applicatives, on n'a pas ces soucis-là, hein, évidemment. Le souci intervient quand on est sur la balle nominative. Et ça, c'est peut-être une réflexion à avoir quand on se prépare justement à construire les différentes boîtes aux lettres MS Santé dont on aura besoin dans le cadre du projet, en fait. Moi, je veux bien compléter un peu les infos données par Marc. Alors, c'est Mike Gay, responsable de l'espace de confiance. Voilà, j'agis en tant que régulateur de la MS Santé sur ce grand sujet de l'espace de confiance, et j'aimerais apporter quelques informations sur ces balles. Alors nous on les appelle les balles fantômes, hein, ou les balles en doublon, c'est un peu comme on veut. Il faut savoir que depuis avril dernier, on a produit le référentiel en version 1.5, qui a eu une mise à jour d'ailleurs en 1.5.1 au mois de septembre dernier, qui s'adresse aux opérateurs. Hein, voilà. Et au sein de cette nouvelle version du référentiel 1, on a introduit une exigence concernant justement ces balles non utilisées et qui peuvent
poser des problèmes d'usage. Notamment ce que vous avez pu décrire, ces PS qui n'utilisent plus leur balle ou qui changent d'établissement et l'information n'est pas forcément remontée. Donc, on a introduit une exigence qui impose aux opérateurs de masquer ces balles. Donc, en résumé, ces balles ne sont plus visibles sur les extractions publiques ou sur l'interface de l'annuaire santé lorsque ces balles répondent à 2 critères. Donc, en résumé, lorsqu'une balle a 1 an d'existence et que l'utilisateur final ne s'est pas connecté au-delà de 60 jours, les opérateurs ont l'obligation de passer cette balle en liste rouge. Donc, une balle en liste rouge, comme je l'ai dit, c'est une balle qui n'est plus visible par l'extérieur de l'annuaire. Donc, la balle continue à vivre. Ce que je veux dire par la balle continue à vivre, c'est qu'elle peut recevoir des messages, bien entendu. Cette balle sera republiée lorsque l'utilisateur va se connecter, mais au moins, lorsqu'elle est en liste rouge, voilà, elle évite de polluer l'annuaire. Donc, le cas que vous avez cité tout à l'heure, le médecin qui ne travaille plus dans l'établissement et qui a une balle MS Santé ouverte à son nom, cette balle, même si elle n'est pas supprimée ou, j'ai envie de dire, décommissionnée par l'hôpital, au bout de 60 jours, en tout cas, de non-utilisation, elle ne polluera plus l'annuaire santé. Voilà. Donc ça, c'est la première marche qu'on a fait pour justement filtrer un peu, assainir un peu l'annuaire santé. Et il y a une deuxième marche qu'on doit franchir, qui existe déjà, mais on a un peu de mal à la mettre en œuvre, c'est la suppression physique des balles auprès des opérateurs. Alors ça, c'est une exigence qui excusez-moi, c'est une exigence qui est présente dans notre référentiel depuis un certain moment, mais il y a un sujet de responsabilité de suppression de ces balles qui peuvent présenter des données santé qui est en jeu. Et donc, les opérateurs sont un peu frileux pour mettre en œuvre cette exigence. Pour tout vous dire, nous qui sommes administrateurs du plus gros opérateur qui est Mélize, on l'a pas mis en pratique. Voilà. Donc, en résumé, là, on a introduit cette exigence qui permet d'assainir l'annuaire santé de ces balles fantômes ou de ces balles en doublant. Et donc, le référentiel est paru en avril dernier. Et les opérateurs de l'espace de confiance ont jusqu'à juin 2023 pour appliquer cette exigence à leurs données. Voilà ce que je pouvais dire en plus. Merci Mike. Alors on est arrivé au terme de ce webinaire. Merci en tout cas pour vos participations. On vous enverra en effet le support après la fin de ce webinaire. Et si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à contacter vos grades respectifs et le cas échéant à nous contacter également, que ce soit sur la partie MS Santé spécifiquement, la partie e-parcours et également les enregistrements des professionnels. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation en tout cas et belle fin de journée. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.